France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre émission Le Grand Forum, le talk de fin d'après-midi sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h avec aujourd'hui deux grands mâles pour nous accompagner. Monsieur Jean-Marc Zébellus, comment ça va monsieur Jean-Marc Zébellus? Bonjour monsieur Fro, bonjour à tous les amis auditeurs, auditrices, bienvenue sur France Maghreb 2. Un retour, celui de monsieur Boicaz. Comment il va monsieur Boicaz? Je fais ma rentrée, je vais bien, je suis énervé. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai marre de la vacuité, j'en ai marre de cette société plus tartufienne que jamais. J'appelle au sursaut. Bon, eh bien, peut-être que tu auras l'occasion de nous en parler à l'occasion de tes vœux que tu formules à la veille de l'Aïd, parce qu'on est à la veille effectivement de l'Aïd d'El Kébir. Mon avis tranché, c'est Aïd dépend que de nous. Ouais, pas mal. On va retrouver tout à l'heure. T'as un petit coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est pour mon fils et tous les enfants qui vont bientôt rentrer à l'école. Ah oui, ça se prépare. J'ai amené mon fils aujourd'hui parce que j'ai personne pour le garder. Alors, pour tous les enfants qui vont rentrer à l'école et pour qu'ils comprennent qu'ils soient musulmans ou non musulmans, il faut qu'ils se souviennent que le premier mot du Coran, c'était Iqra, c'est-à-dire lit. Oui. Et que le coup de cœur, ce sera pour l'école, avec toutes les enseignants et voilà. Qui auront du labeur cette année avec les nouvelles réformes en question qu'ont annoncé le ministre de l'Éducation nationale, monsieur Blanquer. Jean-Marc, on va parler de quoi avec toi? On va parler justement de cette histoire d'intox ou désintox sur l'impôt colonial, soi-disant payé par les pays africains. Très bien, coup de cœur? Coup de cœur, ça va être un morceau de musique que je te dirai plus tard. Très bien. Alors, au programme dans cette émission, vous le savez, nouveau rendez-vous, c'est le quiz du LGF. Hamou Bouakas passe à Jean-Marc Zébellus pour représenter un auditeur. Pour gagner quoi? Bien, pour gagner une Hidebox offerte par dardedelis.com. C'est une Hidebox qui comprend à l'intérieur des super bons bonbons 100% halal, sans gluten et qui sont fabriqués maison évidemment. Donc offert par Dardedelis, c'est tout à l'heure à gagner. Il vous suffira de choisir et de faire le bon choix. Zébellus hier a perdu. Peut-être qu'il va reprendre la main aujourd'hui, je ne sais pas. C'est possible parce que je suis pas très bon en ce moment. Ah bon? Ouais, non, hier j'étais mauvais, donc aujourd'hui. Hier il était mauvais. Alors, j'ai eu pas. Et nous on veut pas les bonbons, c'est ça la question, parce que comment on peut faire prendre des risques aux auditeurs comme ça? C'est aux auditeurs de miser sur le bon cheval. Ah ouais, et nous les bonbons on sait pas ce qu'il y a dedans quoi. Ah bah non, mais si, il y a pas d'OGM, ils sont bio. Il n'y a pas de pesticides. Non, c'est top. Il n'y a pas de gluten. Tu nous donneras quand même au moins l'adresse, tu vois. Ah bah bien entendu. Mais évidemment que je te donnerai l'adresse. Ça marche. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, sans nul doute, de Macron. Toujours en mode communication, le chef de l'État qui donne un grand entretien aujourd'hui au Point. Ce jeudi, malgré d'ailleurs les mauvais sondages, il se dit prêt à vivre, je cite, avec l'impatience du peuple. Ça promet. Et puis on parlera ici évidemment de ce qu'a présenté ce matin le gouvernement en détail, de la fameuse réforme du marché du travail. Toutes les craintes que nous avions sont confirmées pour le patron de la CGT, Philippe Martinez. Le Premier ministre Édouard Philippe assume les divergences avec les partenaires sociaux. Et puis nous parlons aussi de l'équipe de France de foot qui affronte ce soir les Pays-Bas, match éliminatoire de la Coupe du Monde 2018. Les Bleus vainqueurs à l'aller ont encore tout à prouver et n'auront peut-être plus leur destin entre leurs mains si toutefois ils perdent ce soir face aux Pays-Bas. C'est plutôt les pieds là qui jouent, non? Oui, c'est absolument, mais l'équipe de France qui joue, je le rappelle, sans Karim Benzema, qui lui, vous savez où il est? À Malibu, non? Il est à la Mecque. Ah, c'est bon ça! Pour le Hajj. C'est bon, au moins il perd pas son temps. Voilà, donc Karim Benzema qui n'a visiblement pas perdu son temps. Voilà, donc d'ailleurs tiens en un mot, Hamou Bouakas, Jean-Marc Zébellus, est-ce que ça vous a choqué que Didier Deschamps n'ait pas sélectionné Karim Benzema? Parce que quand on est dans une Coupe du Monde, enfin une qualification de Coupe du Monde, on est censé prendre les meilleurs. Or il y a un contentieux personnel entre les deux hommes. Didier Deschamps est un rancunier notable et donc Karim Benzema. Ça me rappelle quelqu'un. Ça te rappelle qui? La maire de Paris, elle est aussi comme ça, très rancunière. Ah bon? C'était un message perso. Alors, oui, qu'est-ce que vous disiez? Donc oui, Karim Benzema pas sélectionné par Deschamps, c'est normal ou pas? Je m'en fous. D'abord, c'est une équipe, c'est un collectif. Et on se souvient tous que Cantona n'a pas été sélectionné en 98 pour des raisons assez proches. Et que la France a gagné la Coupe du Monde. Ça n'enlève rien
au talent de Cantona, qui est non seulement un grand joueur de foot, mais Une grande un grand gueule. citoyen. Voilà, je pense qu'un sélectionneur, forcément, il fait des malheureux. On verra bien. Si la France est éliminée ce soir, ou On qu'elle dira a, qu'il a eu tort. plus son destin dans ses mains, bon, bah, il sera fragilisé. Peut-être que Benzema deviendra le nouveau sélectionneur. Ouais. Le foot, Jean-Marc, j'y connais tellement rien, je m'en fous tellement que j'imaginais même pas, quoi. Non, Jean-Marc je suis pas étonné qu'il le fasse pas. C'est un mec qui a la tête dure. À un moment donné, l'intérêt national doit primer, voire général doit primer sur les contentieux personnels. Je pense qu'il en grippe Samir Nasri et y compris Benzema qui ont dit ce qu'ils pensaient. Lui, à mon avis, il n'apprécie pas. Il aime bien les petits caniches. Donc voilà, eux, ils ne sont pas des caniches. Ah, tu parles de qui? Deschamps, il aime bien les petits caniches, mais Benzema et Samir Nasri, ce ne sont pas des caniches. Mais pourtant, c'est frisé, un caniche, non? Ils sont pas frisés. Si, quand même. Pas mal. Alors, on va commencer par le nouveau rendez-vous aussi qui s'appelle C'est arrivé, c'est parti, on y va. Ah, mais t'as bossé comme un homme. Ah, bah, attends. Préparé, là, c'est tout nouveau, il y a plein de nouveaux rendez-vous. Exact. Faut qu'on prenne nos repères, nous. Alors, dans C'est arrivé, quelques anniversaires de célébrités. Tout d'abord, elle a été élue Miss France 2007. Rachel Legrain a fait ses 29 ans. Est-ce que vous vous rappelez d'elle? Non. Bon, très bien. Non, pas du tout. Et puis, tiens, c'est elle, Kenny Torres, dans la série Grey's Anatomy, et Sarah Ramirez, fête aujourd'hui, c'est 42 ans. J'ai je sais jamais pas. vu cette série, mais c'est un truc de fou. Pourtant, ça Franchement, cartonne. bon, c'est quand cette série? Grey's Anatomy, ça Ah, passe tous les matins en ce moment sur M6. Bon, non, franchement. Raphaël, Autre t'as vu ça à la anniversaire. télé? Non, hein. Complètement, quoi. Ça te dit rien? Ouais, non. vous regardez pas la télé, vous, c'est pour C'est ça. pas- Si, tournage. mais Non, quand non, même, regarde pas pas la ces télé. Vous conneries. regardez Pascal Pro le matin, c'est ça? Non, enfin, moi, je regardais. Oui, Et forcément. Comme j'ai dit, j'y vais plus. Oui. Alors, autre anniversaire, ce sont les 57 ans pour Laurence Parisot. Ça, vous la connaissez quand même? Ouais. Bon, bon anniversaire, Laurence. Bon Et puis, anniversaire. Et Laurence Parisot, je dois reconnaître, s'est beaucoup bonifiée depuis qu'elle est plus à la tête du MEDEF. Hein. ah, Oui, j'ai trouvé que sur certaines questions, elle avait pris des positions très audacieuses. Notamment, elle avait reçu et fait beaucoup de cas de Morad Benchelali, qui était un ancien de Guantanamo, et elle avait plaidé pour qu'on utilise son histoire pour tenter de dissuader les jeunes de partir dans ce genre d'aventure. bon, bah écoutez, bon Donc tac, un donc, point pour Laurence un Parisot. bon point pour Le Laurence mauvais point, Parisot. c'est qu'elle dirige l'IFOP, qui fait des sondages un peu n'importe comment, mais bon. Bon, ça c'est une autre affaire. 41 ans pour le chanteur Vincent Delerme. Ah ouais, Vincent. 973. Bon, c'est un peu spécial, hein, Vincent Moi Delerme. j'aime bien. Ah ouais J'aime bien. Bon. bien, c'est Et puis suave. enfin, pour être tout à fait complet, messieurs dames, eh bien, l'anniversaire de celui qui en a fait craquer plus d'une dans le film Pretty Woman, l'acteur Richard Gere, fête aujourd'hui ses 68 ans. Tout le monde a les yeux rivés sur moi. Ce n'est pas vous qui le regarde, c'est moi. Dans les magasins, ils sont pas sympas avec les gens, j'aime pas ça. Les magasins ne sont jamais sympas avec les gens, ils sont sympas avec les cartes de crédit. Voilà, Pretty Woman, hein, bien entendu, un film culte. Cher Amou. Ouais, Ouais, comment te dire? Je crois que je suis passé à côté. ça peut arriver aussi, hein. Ça peut Ouais, arriver. Par contre, il y a plein de femmes qui m'ont dit que j'étais pas Richard Gere. Ça, malheureusement, ouais, ça c'est la réalité. Hein. Alors, puisqu'on parle des femmes, une petite citation qui a été prononcée un 31 août. Je connaissais une femme très vertueuse. Elle a eu d'ailleurs le malheur d'épouser un cocu. Depuis, elle couche avec tout le monde. Qui aurait pu dire une telle phrase? Qui aurait pu dire une telle phrase? Ouais, qui aurait pu dire une telle phrase? On n'est pas aux grosses têtes ici. Oh. Non, du tout, mais... Ça sent des proches ou quelque chose comme ça. Non, pas tout à fait. C'est du Sacha Guitry dans le Ouais, texte. Sacha Guitry. Ouais. Disparition un 31 août en 1867 de monsieur Charles Baudelaire, poète et écrivain. Les Fleurs du Mal, notamment. Ouais. Magnifique Ouais. ça. Qu'est-ce que j'ai aussi? Une disparition 2010, Laurent Fignon. Vous vous souvenez de ce cycliste légendaire Oui, qui avait tout à remporté fait. le Tour de France d'ailleurs? Oui, et puis qui est arrivé deuxième à quelques secondes. Lemon. Avec Greg Lemon, on se souvient de cette scène. Et qui à la fin de sa vie avait commencé à dégoiser en disant ouais, comment dire, on a tous pris des choses un peu étranges. Un peu bizarre, oui, absolument. Et tous les autres ils ont dit ouais, bah écoute, meurs et fous-nous la paix quoi. 1961, toujours un 31 août, tiens, on parle de foot. Et ce jour-là, sachez que le Maroc a écrasé l'Arabie Saoudite 13 buts à 1. C'est assez rare quand même. Et puis tiens, en 2000, un 31 août, toujours la suppression de la vignette auto.
Et il paraît qu'on parle de la remettre, cette fameuse vignette auto. Ah bon? Ouais, il paraît. Ouais, sous couvert, sous prétexte de l'écologie. Hein. Et puis évidemment, messieurs, dames, je vous emmène à 31 août 1997. Écoutez plutôt. Le destin tragique de Lady Diana. Le conte de fées a tourné au drame cette nuit à Paris. À 36 ans, Lady Di a trouvé la mort dans un accident de voiture en compagnie de son nouvel ami, le milliardaire égyptien Dodi Al-Fayed. Ah, c'est bizarre de réécouter Bruno Mazur présenter le journal de 20h. Voilà, donc Lady Diana qui a eu cet accident sur le pont de l'Alma à Paris en 1997, 31 août. Beaucoup de zones d'ombre autour de cet accident. Beaucoup de documentaires, je sais pas si on avait vu quelques-uns là ces derniers jours. On en a soupé, hein. Ah, on en a soupé, et c'est vrai qu'on connaît la version officielle, mais alors beaucoup parlent et évoquent l'intervention des services secrets anglais, enfin bref, voilà. Honnêtement, ça me paraît un peu farfelu, mais bon, un jour on ouvrira les archives, peut-être qu'on saura. Je trouve quand même que c'est curieux que 20 ans après, cette femme continue de passionner tout le monde. Je veux dire que moi-même, c'est une personne pour laquelle j'ai une certaine tendresse, c'est-à-dire cette femme un peu fragile, qui a du mal à sortir de son rôle de princesse et qui essaie de s'échapper. Bon, c'est un peu romanesque, quoi. En tout cas, Anne Hidalgo a déposé une gerbe ce matin. C'est vrai? Oui. Incroyable. Elle a été au pont de l'Alma déposer une gerbe pour la mémoire de Lady Di. La même que pour Brahim Bouharam. À tout de suite, on va parler Macron qui est essaie de refaire de la communication, essaie de parler aux Français. On le disait trop absent, bien le voici bien présent avec pas moins de 3 interviews en 3 jours. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Amou Bouakaz et avec Jean-Marc Zébélus, ils sont là, messieurs dames, et dans 1 heure ils vont s'affronter, et vous auditeurs auditrices, vous allez gagner grâce à l'un d'entre eux une Hitebox à la veille de la Hit, justement, pour recevoir à la maison une superbe Hitebox offerte par Dard et Délices, des super bonbons à l'intérieur avec la sucette marquée Eid Moubarak. Vous allez pouvoir vous régaler. Il vous suffira de choisir le bon cheval, Zébélus ou Monsieur Bouakaz. Eh bien, réponse tout à l'heure à 17h30. Dites donc, messieurs, même entre députés, apparemment, ça se castagne. Vous avez suivi cette affaire de ce député de la marche, député En Marche, pardon, El Guirab, qui a porté des casques à Borisport. Non, il n'est pas député En Marche. Ah bah c'est ce qui est marqué, moi. Il fait pas partie. Il a pas fait partie d'En Marche. Il a été soutenu par En Marche. En fait, il y avait plusieurs candidats dans cette circonscription. Il y avait une candidate officielle qui s'appelait Laïla Aïchi, et elle a été plus ou moins escamotée par une partie d'En Marche qui a soutenu Mjid relativement à des histoires de Sahara occidental ou de choses comme ça. Oui, le Polisario. Voilà, donc je connais pas bien cette affaire-là, mais en tout cas, il a été élu et aujourd'hui il siège dans le groupe En Marche, il n'y a pas de problème. Mais la question que tu soulèves, c'est une question sur laquelle il convient de ne pas s'exprimer avant d'avoir toutes les données, mais d'une manière générale, c'est assez violent parce que quand même Borisport s'est retrouvé à l'hôpital, intervention chirurgicale. Je connais pas l'affaire, mais donner des coups, la violence en tout cas, c'est jamais une bonne façon de faire. Et quand on est député, qui plus est, non? Mais bon, je connais assez bien Mjid et je le vois pas avoir porté des coups de cette façon. J'aimerais en savoir plus avant de me prononcer, puisque c'est quand même, effectivement, si cette affaire-là va jusqu'au bout, ça contribue encore à donner une très mauvaise image. A priori, il y a des témoins puisqu'ils ont été séparés par des vigiles. Hein. Oui, donc c'est terrible. Hein, ça s'est passé devant le siège de Paris Habitat à Paris. Moi, ce que j'aimerais, c'est en savoir plus. Et en tout cas, Alors, Egypt dit avoir été insulté par ce monsieur de Salah Arabe. Ouais, mais c'est insulté et tapé. Et Borisport dit avoir été menacé par Egypt. Non, mais la question n'est pas là, se faire insulter. Non, mais je donne on tape pas parce qu'on a insulté. Je veux dire, c'est deux choses différentes. Ça dépend des caractères, Zébélus. Non, peu importe. Quand on est un élu du peuple, c'est vrai qu'on se doit d'être extrêmement rigoureux. Exemplaire. Mais je reconnais que quelquefois les provocations vont très très loin. Mais on n'aura jamais raison devant Il y a des tribunaux de toute façon pour solder ce type de problème. Et on saura un jour le fin mot de l'histoire. Donc un député n'a pas à taper. Personne n'a à taper. Non, bien sûr. A fortiori un député. Je préférerais qu'on se prononce là-dessus quand on aura le fin mot des histoires. Mais voilà ce que je peux en dire à ce stade, c'est ça.
Puisque tu parlais de Laila Haïchi, d'ailleurs, il y a eu une réclamation de la part de Laila Haïchi auprès du conseil. Non, c'est pas elle, non, c'est LR. C'est le représentant du LR qui a fait un recours auprès. Oui. Sur cette affaire-là, du conseil. Sur ce vote-là. Sur l'élection. Oui. Sur l'élection de la 9e circonscription des Français de l'étranger. Il y en a plusieurs comme ça qui sont encore à solder, notamment celle de Valls. Absolument. Je sais pas si c'est soldé ou pas non, encore. Pas du tout. Non, Valls, non, pas du tout. Par contre, Pupponi s'est fait, c'est soldé. Il a eu gain de raison. D'accord. Voilà. D'ailleurs, il a démissionné de la mairie là pour exercer son mandat de député. Ouais, non cumul des mandats. Mais le premier adjoint qui le succède. C'est quand même bizarre quand même. On se bat pour avoir une mairie, on fait tout pour avoir une mairie, puis à la fin on dit aux électeurs allez vous faire voir, moi je choisis d'être député, tout, etc. En même temps les électeurs ils ont voté pour lui, donc ils savaient ce qu'il faisait. Mais il l'a pas dit. Je pense que les électeurs devaient savoir que s'il se présentait là compte tenu du non-cumul, c'était pas pour faire de la figuration. Non, mais tout le monde ne suit pas, n'est pas au fait de la politique. Hein. Quand ils élisent une personne, c'est parce qu'ils veulent que cette personne soit le représentant à la mairie, etc. Hein. Alors, messieurs, on va parler un peu de Macron. On en parlait beaucoup, on en parle encore beaucoup, et aujourd'hui, ceux qui lui reprochaient notamment une parole trop rare depuis son arrivée à l'Élysée, sont peut-être déjà en train de revoir leur copie. Puisqu'après son discours lundi, en marge du séminaire gouvernemental, après celui de la conférence des ambassadeurs à l'Élysée, Macron s'exprime une 3e fois en moins d'une semaine, manière de reprendre la main, peut-être au moment que les sondages se font moins flatteurs, les emplois aidés, la baisse des APL, la réforme du code du travail, ou pour les relations avec la Russie, ou la Pologne aussi, des thèmes sur lesquels le chef de l'État s'exprime sur la longueur, dans un entretien donc à paraître aujourd'hui dans Le Point, le jour même où d'ailleurs le gouvernement présente ses ordonnances sur la loi travail. Alors d'abord sur la communication, Macron qui avait choisi dans un premier temps de ne pas trop s'exprimer, de rendre sa parole rare finalement. Il a revu un peu la copie, peut-être au vu des sondages, et il a décidé de s'exprimer. Bon, vous l'avez vu, je vous ai expliqué de quelle manière, 3 fois cette semaine. Est-ce qu'on passe peut-être de pas grand-chose à un peu trop? Alors, pour ma part, je pense que si il change de cap, s'il choisit de faire du Sarkozy ou du Hollande, c'est-à-dire de multiplier sa parole, je pense qu'il va aller dans le mur. Il va aller dans le mur parce que nous sommes dans un monde où plus on en donne, plus les médias en demandent, plus on en donne, plus on risque de se mettre à la faute. Plus on risque de se mettre à la faute, plus les sondages vont baisser. De toute façon, moi j'avais dit à qui voulait m'entendre que le président de la République, quel qu'il soit, serait plus bas dans les sondages que Hollande au mois de septembre. C'est fait. Et je suis en train de gagner mon pari. Oui, mais tout à fait. Nous sommes dans une situation où c'est comparable à Jacques Chirac en 95. Moi j'avais apprécié que l'idée que le président se fasse rare, parce que je pense qu'effectivement le président gouverne sur 5 ans et qu'il doit faire le choix de l'impopularité s'il a réellement des réformes à mettre en œuvre. Et je ne vous cache pas que je suis assez favorable à ce qu'on réforme ce pays pour ma part. Oui. Mais comme je rappelais sur cette antenne hier, n'oublions pas les faits historiques, l'abolition des privilèges. Tous ceux qui ont procédé justement à cette grande réforme, ce sont les premiers à qui on a coupé les têtes. Donc historiquement parlant, si lui il procède à toutes ces réformes, c'est sûr que son 2e mandat sera compliqué, et puis je pense aussi qu'il est encore un peu tôt pour pouvoir en tirer les conclusions. Alors, dans cet entretien, un entretien de 20 pages, où il peut expliquer sur la longueur sa politique, et d'abord en refusant d'être jugé au bout de ces fameux 100 jours, il demande du temps pour réformer en profondeur, et surtout, il réaffirme qu'il mènera la politique pour laquelle il a été élu. Et il n'y a pas de surprise, explique Emmanuel Macron, au vu des ordonnances sur la loi travail. Et il justifie d'ailleurs cette réforme et celles qui vont suivre. Il explique que ce ne sont pas des buts, mais des moyens pour libérer les énergies et lutter contre le chômage de masse. Objectif, redonner du sens à son action. Emmanuel Macron assume et tacle au passage François Hollande, qui l'a mis en garde contre le fait de demander des sacrifices inutiles aux Français, mais qui selon lui a été dans l'impossibilité de défendre son bilan. Dans cette interview, Emmanuel Macron donc ne tente pas de rassurer, mais de convaincre à nouveau, et surtout de montrer qu'il garde son cap malgré les difficultés qui peuvent apparaître comme assez nombreuses aujourd'hui. Hamo. Sur le fond, je lui donne raison. Je pense que François Hollande, à force d'avoir voulu être le meilleur des moins bons, s'est trouvé dans une situation telle qu'il n'a pas pu se représenter.
et que à la fin on ne saura jamais si les Français lui auraient donné quitus de son bilan ou s'ils l'auraient renvoyé à ses chères études. Aujourd'hui, on a un président qui est jeune, on a un président qui porte une vision. On peut être contre cette vision. Il m'arrive de ne pas être d'accord, mais je pense que les Français l'ont élu parce qu'ils font un diagnostic, c'est que le pays est bloqué à certains endroits. Alors là où il y a une difficulté, c'est que déjà, il infléchit. Il a été élu un peu par défaut, pardon Amou. Oui, il a été élu peut-être par défaut selon toi, mais il a quand même été élu avec 66% des voix, et après tout, c'est les Français qui ont fait le découpage. C'est eux qui ont choisi de mettre Marine Le Pen devant Fillon et devant Mélenchon. Donc à partir de là, il a été élu légalement, et je pense qu'il porte en fait une vision cohérente. Moi, mon souci, c'est plus que il est en train de se laisser un petit peu avaler par un certain nombre de lobbies. Par exemple, on voit bien que Bercy est toujours aussi puissant. On voit bien que cette histoire de 5 € sur les APL, c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment bien pensé. C'est pas lui, ça. Bah oui, mais ça c'est du gouvernement précédent. Oui, mais ça c'est des bêtises. À partir du moment où tu prends les clés, à partir du moment où tu prends les clés, tout est pour toi. Je veux dire, donc là, je pense que le problème de Macron, c'est qu'il réalise à quel point, et c'est ce que j'avais déjà dit, je l'ai déjà dit 1000 fois sur cette antenne, à quel point il y a en France des entités qui ont plus de pouvoir que le président de la République lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des services, il y a des administrations qui sont en capacité de ne pas permettre au président de la République de faire son programme, quand bien même son programme serait bon. Par ailleurs, il est desservi par différentes affaires qui ont freiné son envie réformatrice en matière de réforme, de morale et tout ça. Et puis, il est obligé de faire des compromis. Si bien que moi, je m'attendais à ce qu'il réforme la notion de seuil dans les entreprises. C'est-à-dire que souvent, les petits patrons trouvent que les lois sur les comités d'entreprise s'appliquent trop tôt, quand il y a trop peu d'employés. Au bout de 50, il y a toute une agitation qui déferle. Et beaucoup de gens, dont moi, pensons que il aurait fallu élever ce seuil, par exemple. Et il n'a pas eu les coups des franges pour le faire. Donc, la question, c'est est-ce qu'il va réussir à faire les réformes qu'il souhaite, ou est-ce qu'il lui-même va être obligé de jeter du lest, de lâcher du lest? C'est ce qu'on voit, par exemple, sur les questions internationales, où on voit que il fait pas forcément ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Jean-Marc, est-ce que tu partages l'avis d'Amou ou tu émets peut-être quelques nuances? Non, je partage plus ou moins ce qu'il dit. Je pense que Emmanuel Macron a été élu pour réformer la France et que ses prédécesseurs n'ont pas eu, je pense, le courage de mener les choses, de faire les choses, parce que peut-être que lui n'a pas la prétention au départ de faire 2 mandats, ce que pensaient faire, je pense, certains de ses prédécesseurs, et qui se sont rendus compte que c'était pas possible. Et puis je me dis que sa tactique, c'est peut-être aussi de travailler justement sur l'impopularité au départ, pour après essayer de convaincre, lâcher du lest un peu plus tard, 2 ans avant la fin de son mandat, si éventuellement il veut être réélu. Bon, alors en tout cas, tout reste à faire, mais a priori, il a décidé de s'exprimer un peu plus fréquemment dans la presse, et on parle même de radio. C'est un gros piège. S'il tombe là-dedans, il est foutu. La parole est soluble. Alors, il est vraiment foutu. Est-ce que la nomination en tant que porte-parole de l'Élysée de Bruno Roger Petit, de journaliste, t'a choqué, Amou? Non, enfin, je veux dire, ça me paraît, tu vois, c'est de l'ordre c'est de la boîte à outils, hein, tu vois, il nomme un type qui lui est proche, qui est assez bon connaisseur des médias, et voilà. C'est stratégique. Bruno Roger Petit, il est comme tout le monde, c'est un type assez veule et assez talentueux, je veux dire, bon, voilà, j'en dirai rien. Ouais. Par exemple, tiens, sur la polémique de la Pologne avec les Polonais, il s'est un peu fâché quand même. Macron, on a frôlé l'incident diplomatique sur le fait des travailleurs détachés là. Mais la Pologne est quand même allée assez loin sur certaines réformes, notamment sur la justice et tout, etc., sur l'indépendance de la justice. Je pense qu'il avait ce petit contentieux à régler. Hein. La Pologne est dans le viseur dans l'Europe par rapport à certaines réformes qu'elles ont appliquées. Hein. Mais est-ce que il a pas fait preuve un peu d'immaturité pour le coup là, Amou, non? C'est-à-dire que quelquefois c'est bien d'être immature. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas accepter. Il y a beaucoup de choses qui découragent les gens d'être pro-européens. Moi, je suis fondamentalement pro-européen. Bon. Pour une raison simple, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un temps où c'est plus possible de se concevoir comme une puissance planétaire quand on a
500 000 km², 50 millions de citoyens. C'est plus possible, c'est plus jouable. Donc l'Europe, c'est une entité qui porte un certain nombre de valeurs. Donc il faut encourager les citoyens français à croire en l'Europe. Mais comment on peut croire en l'Europe quand vous avez des pays qui sont à la limite du fascisme et des pays qui par ailleurs font du dumping fiscal et flinguent les politiques des autres pays? Ça ne peut pas fonctionner, ça. Et donc je suis assez content que Macron tacle la Pologne. Ça veut dire que la France est un peu de retour en Europe et que, pareil, Macron commence à essayer de s'attaquer aux questions fiscales et au Luxembourg, à l'Irlande et tout ça pour voir comment on pourrait avoir un vrai régime fiscal unique en Europe. Ça me paraît être de bonne politique. Bon, alors tout bon pour l'instant? Pas de sang, non. parcours sans faute? Non, tout pas bon, parce que je pense que, par exemple, on va voir les candidats au Sénat, mais on voit bien que le renouvellement n'est pas comme il avait dit. Il est en train de faire beaucoup de concessions à la vieille politique. Il n'a pas réformé le spoiling system, le spoil system de l'administration. Il n'a pas vraiment fait. Je pense qu'il communique, mais il aura du mal à cacher le fait que finalement il a beaucoup moins de pouvoir qu'il ne le dit et ne le pense. Et puis je pense par exemple comme la manière dont il a géré la question du général. Oui, j'allais en parler justement. Villiers, ouais. C'était pas une bonne façon de faire. Il n'aurait pas dû le prolonger, et s'il l'a prolongé, il n'aurait pas dû se polémiquer avec lui de cette façon. Ouais. Il y a quelquefois effectivement ça a été très mal perçu au sein des armées. À vouloir être le chef, qui est un peu enfantine pour le dire de manière un peu. Je sais que Jean-Marc n'est pas d'accord avec ça. C'est-à-dire? Il est assez particulier, le général de Villiers. Je pense que lui aussi, il n'est pas resté dans son poste. La grande muette doit rester la grande muette, c'est tout. D'accord, mais tu le renouvelles pas dans ce cas-là. Tu le renouvelles pas 15 jours avant pour le pousser à la démission 15 jours après. Les problèmes se sont révélés après son renouvellement. Le renouvellement était déjà en cours. Donc, on sait que le général de Villiers, c'était pas un grand gauchiste devant l'éternel. C'est pas un grand macronien, mais c'est un bon militaire. C'est un royaliste. C'est un bon militaire. Donc qu'est-ce qu'on veut à la tête de l'armée? Un bon militaire ou un type qui... Tu vois, donc... moi, en tout cas, ça a été mal géré, et du point de vue de l'opinion publique comme du point de vue de l'armée, ça a été mal perçu. Ça a été mal perçu. Ouais. Après, bon, voilà, il faut aussi reconnaître que quand tu peux pas devenir président omniscient, omnipotent, faisant zéro faute en 2 secondes. J'attends aussi de sa part des vrais progrès en matière de politique inclusive. Hein. Il nous avait promis de rattacher le handicap au Premier ministre, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Je vois pas tellement d'écho ni de retentissement dans cette politique-là. Bon, alors... Sur les questions de relations avec l'islam, je vois pas. On en parlait hier parce que justement 3 sénateurs sont montés au créneau au travers d'une tribune pour dire que le chantier de l'islam de France, qui avait été entamé l'année dernière sous l'égide de Bernard Cazeneuve, est en panne. Bien sûr. Il a quasiment pas avancé, pour ne pas dire il n'a pas avancé du tout. J'avais lu Nathalie Goulet là-dessus. Effectivement, j'ai pas lu cette tribune, elle m'a échappé. Ouais. Mais moi, j'avais une tribune en cours là-dessus, et je crois qu'il va falloir s'en occuper sérieusement. Oui. Ouais. Et il est du rôle du président de la République aussi de s'en occuper. Ou en tout cas de donner des signaux. Ouais. Jean-Marc. J'ai une petite parenthèse concernant MJ Delguerab. Oui. Il a été contacté par l'AFP. Oui. Il a reconnu un geste violent tout en affirmant avoir réagi à des insultes racistes et à une agression physique. Je n'ai agressé de mon propre fait Boris Faure. Je me suis défendu alors qu'il m'a attrapé le poignet. Pour qu'il le lâche, la seule chose que je tenais était mon casque de moto, a-t-il précisé. Je regrette d'avoir cédé à la provocation. Bon, voilà. Ça va se terminer comme ça, non? J'espère pour Mjid que ça se terminera comme ça, mais j'espère qu'il en profitera pour aller voir des jeunes dans les cités pour leur dire que c'est pas le bon exemple. Très bien. Dans un instant, après avoir parlé de Macron et de son entretien donc dans Le Point, 20 pages, on vous a fait le résumé, donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. On va parler de ce qui a été aussi d'actualité aujourd'hui, c'est justement ces fameuses ordonnances qui ont été présentées à Matignon ce matin par Édouard Philippe. Alors, qu'est-ce qu'elles comportent ces ordonnances? On va faire un peu le point ensemble avec vous. Juste auparavant, il y aura évidemment le zapping. Il y aura l'avis tranché de Monsieur Bouakas, ses vœux sur l'Aïd, à la veille de l'Aïd Kbir. L'avis tranché de Jean-Marc Zébélus aussi. Et je rappelle, messieurs dames, que vous pourrez gagner une Aïd Box en choisissant Amou Bouakas ou Jean-Marc Zébélus. Ils sont soumis à mes questions. Très simple aujourd'hui les gars, franchement je vous ai fait, j'ai été gentil donc voilà, vous choisirez le bon cheval et peut-être qu'ils vous feront gagner cette fameuse Hitebox offerte par Dard et Délices. Il suffira de nous appeler évidemment comme pour dans toute l'émission d'ailleurs, 01 40 33 9000, bien installé confortablement, ça tombe bien, on est bien avec vous, c'est France Maghreb 2, c'est le grand forum. France Maghreb 2, France Maghreb
Le LGF, le grand forum avec Amou Bouakaz et Jean-Marc Zébélus aujourd'hui sur France Maghreb 2. Dans un peu plus d'une demi-heure, on va jouer ensemble pour le quiz du LGF et pour vous offrir donc une Aid Box à la veille de l'Aïd Kebel. Vous allez la recevoir à la maison cette Aid Box. Elle comprend donc des bonbons, super bonbons, des sucettes, marquées Aïd Boubarak, etc. pour vos enfants avant la rentrée scolaire. Vous choisissez pour un garçon, pour une fille, parce que la couleur n'est évidemment pas la même. Et on vous l'envoie à la maison. Et pour ce faire, il vous suffira de choisir et de faire le bon choix tout à l'heure entre Amou Bouakaz qui sera soumis à des questions, Jean-Marc Zébélus idem, et si on n'arrive pas à les départager, il y aura une question subsidiaire évidemment, bien entendu, et il y aura forcément un gagnant ou une gagnante. Si toutefois vous êtes, vous mesdames, mesdemoiselles, envie de jouer, eh bien n'hésitez pas, 01 40 33 9000, ça sera pour tout à l'heure. Avant toute chose, et avant de passer au zapping, on va passer maintenant au premier avis tranché de cette émission, de ce grand forum. On a, j'avoue, un petit peu hâte d'écouter les vœux de monsieur Bouakaz. Jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Demain, vendredi 1er septembre, c'est l'Aïd et Amou a des vœux à formuler à ce titre. Chers auditeurs, c'est la rentrée pour tout le monde. C'est le moment de prendre un peu de recul sur l'année précédente et de se mettre dans les bonnes dispositions pour l'année qui vient. Le moment de l'Aïd est le meilleur pour cette introspection. C'est un moment de joie, un moment de partage et aussi un moment où on se penche sur tous les déshérités, sur tous ceux qui n'ont pas assez pour vivre et sur tous ceux aussi auxquels nous avons manqué. Nous, collectivement, nous nous sommes manqués l'année dernière. Nous avons laissé notre communauté, j'allais dire, je devrais dire plutôt notre citoyenneté piétinée par des gens qui nous ont assignés à résidence permanente, qui nous ont demandé à la fois de respecter scrupuleusement la laïcité la plus étriquée et en même temps de nous démarquer comme musulmans du terrorisme. Personne n'a su relever le gant. Il aurait été si simple d'organiser des états généraux de l'islam de France, de nous organiser, de désigner parmi nous un imam de France, de nous doter d'une charte, de mettre en avant ce qu'il y a de beau dans notre culture, ce qu'il y a de beau dans notre religion, et de prendre ces faiseurs de haine à contre-pied. Il n'est pas trop tard. Je forme des vœux pour que les citoyens musulmans se prennent en main, créent les conditions d'états généraux de l'islam de France, désignent parmi eux un imam de France et se dotent d'une charte et de porte-parole permettant à l'islam de prendre enfin sa place dans la République. Nous nous sommes manqués par rapport à tous ces réfugiés, tous ces déracinés qui sont venus chez nous en masse. Certes, un certain nombre de micro-initiatives ont été prises, mais nous n'avons pas su nous lever en masse pour leur ouvrir la porte, pour les parrainer, pour les accueillir. J'aimerais que chacun d'entre nous, à sa mesure, soit le correspondant d'un réfugié pour l'année prochaine et qui lui offre une sorte de parcours de parrainage pour son entrée en citoyenneté dans ce pays, pour peu évidemment qu'il veuille y rester. Nous nous sommes enfin manqués sur le plan politique. Le renouvellement ne nous a pas concernés, ou alors de manière extrêmement cosmétique. Mon troisième et dernier vœu sera pour une inscription massive sur les listes électorales. Chaque citoyen qui ne vote pas dans l'état actuel des choses est un citoyen qui encourage les extrêmes. Nous devons, c'est urgent, prendre nos affaires en main et réellement montrer le poids effectif
que nous représentons dans ce pays. J'ai dit nous, mais ce nous, à la vérité, reste à construire. Il est temps que nous nous regroupions, non sur nos différences, sur la différence entre la shorba et la harira, entre le tagine tunisien et le tagine marocain, mais sur nos ressemblances, sur cet art de vivre que nous portons, sur ce rapport à nos aînés que nous portons, sur ce rapport à nos enfants que nous portons, et sur cet amour de la science, de la poésie et de l'étude qui devrait faire de nous les élites de ce pays. Hamou Bouakaz, Jean-Marc, est-ce que tu partages les vœux de Hamou? Par contre, je veux juste te poser une question, c'est quoi l'imam de France? Représentant du culte. En fait, ce que j'aimerais, moi, c'est que tous ceux qui sont imams, parce que des imams, il y en a plein. Voilà, se regroupent et que on désigne un conseil des imams avec un imam de France qui se donne 2-3 ans pour réglementer effectivement qui peut, parmi les imams, avoir une certaine crédibilité. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que le prône va être fait par quelqu'un qui non seulement est qualifié sur le plan de son leadership, mais aussi sur le plan de ses connaissances, et comment est-ce que on peut en fait avoir des espèces de recommandations des imams de France sur la façon de pratiquer, mais dans ce pays, avec les problématiques liées à ce pays, qui sont bien sûr semblables aux problématiques qui sont celles du pays d'à côté, mais qui sont pas tout à fait les mêmes. Donc moi j'espère que, en tout cas, peut-être que ce que je propose n'est pas la bonne solution, mais ça vaudrait le coup qu'on en discute et qu'on mette réellement ce point à l'étude parmi nous. Jean-Marc, tu partages les vœux d'Hamou? Oui, quelque part, oui, je partage. Quelque part, c'est-à-dire faut faire le ménage justement au sein de cette grande religion. Et puis il faut toujours essayer d'aller à l'essentiel. Arrêter de vouloir faire primer sa culture, ses us, ses coutumes sur la religion. Je pense qu'il faut aller à l'essentiel et puis arrêter aussi. Je pense qu'il y a trop de gens qui se décrètent théologiens, qui se décrètent tchèques, et puis ça devient plus la religion de Dieu, mais ça devient la religion des théologiens. Donc à un moment donné, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse mettre un peu d'ordre dans ça, nous donner une certaine ligne de conduite. Bon, on va passer maintenant au zapping avant de retrouver ton avis tranché, cher Jean-Marc, qui est dans le zapping aujourd'hui. Emmanuel Macron et Pierre Gattaz marchent-ils vers la même direction? Écoutez ce petit montage qui a été réalisé par France Télévisions. Vous avez l'amour, mais vous avez les preuves d'amour. La France a vraiment tout pour réussir. Nous avons tout pour y réussir. Faisons rapidement les réformes que nous repoussons depuis trop longtemps. Parce que dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Et la question que je repose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on veut créer de l'emploi dans notre pays? Le cœur de notre projet, c'est le travail. C'est de nature, en effet, à faire en sorte que la France retrouve confiance en elle. Confiance, confiance, confiance. Je veux l'adaptation des 35 heures à une réalité. La réalité, c'est que la France évolue. Elle a pu croire à un moment que la France pourrait aller mieux en travaillant moins. C'était des fausses idées. C'était des fausses idées. Il faut aller vite. Pour je dirais, l'aspect attractif de la France, il faut aller vite. Vite. Notre temps collectif est aujourd'hui trop lent. Et il faut qu'au temps long du travail législatif que je viens d'évoquer soit ajoutée la faculté d'agir vite. Je crois que c'est essentiel d'aller vite sur ce gros problème français. Entrepreneur is a French word, Richard. Never forget that. J'adresse toutes mes félicitations à la nouvelle équipe gouvernementale. Je vous remercie. Voilà ce petit montage réalisé par l'équipe de France Télévisions. Pierre Gattaz, Macron, la même direction, Hamou? Non mais, enfin, il y a quand même des proximités, hein. C'est-à-dire que Macron, c'est un manager. C'est un type qui vit la présidence de la République comme voilà, comme un truc, comme une boîte, comme une entreprise. Donc il veut que ça aille plus vite. Bon, ouais. C'est pas un secret de dire que Macron, c'est plutôt quelqu'un qui a une culture de la banque ou de l'entreprise numérique que de la mine. Hein, donc c'est normal. Maintenant, je pense que Macron a aussi
dans ses proches des gens qui viennent de l'économie sociale. Il a cette culture aussi de la nouvelle économie, et la nouvelle économie n'a pas forcément les mêmes intérêts que le patronat que défend Gattaz. Le patronat que défend Gattaz, c'est un entrepreneur, un patronat plutôt réactionnaire, plutôt conservateur, qui investit peu et qui se fait tailler des croupières par les pays étrangers, si bien que notre commerce extérieur est très mauvais. L'entrepreneuriat que défend Macron, c'est plutôt l'entrepreneuriat de la nouvelle économie, qui va plus vite, qui a besoin de souplesse. Et je pense que c'est ça un peu la différence entre les deux. Je pense que là encore, il faut faire preuve de souplesse. C'est pas pareil le temps de travail. Je pense qu'il faut l'aménager différemment selon les branches, différemment selon les âges de la vie. Et le problème de ce pays, c'est qu'on peut rien expérimenter. Tout doit être fait de manière brutale, sans souplesse. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse des tests, savoir ce qui marche, et quand ça marche, on le généralise. Et ouais, c'est ce que je souhaite. C'est pour ça que je suis à la fois pour des aménagements dans le code du travail, et je reste quand même circonspect sur la façon dont ça se passe, parce que je voudrais être sûr qu'on a pris le temps d'expérimenter les choses avant de les généraliser. Pardon. Mais à moi, il y a pas mal d'entreprises qui ont pris l'initiative de faire tous ces tests sur la mobilité, sur pas mal de choses, sur le temps de travail réduit. Il y a pas mal d'entreprises de leur propre initiative, justement, qui ont mis en pratique. Il y a quand même pas mal d'entreprises testent. Maintenant, ce qui est pas populaire, c'est que aujourd'hui, ça se passe comme ça partout ailleurs. Le nouveau système qu'on veut mettre, les réformes qu'on veut faire sur plus de souplesse, etc., sur l'enlèvement du CDI, etc., etc. C'est comme ça partout, où on connaît un petit peu le plein emploi dans pas mal de pays. Il y a qu'en France où on est resté figé sur certaines choses, qui fait que avoir du travail, le plein emploi est très 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 compliqué. Le taux du chômage fait partie de ceux qui sont les plus élevés. Mais je suis assez sensible à ce que dit la CGT quand elle dit qu'il n'y a pas d'études qui montrent que ces réformes créent de l'emploi. Ces réformes, si elles sont pas dans un cercle vertueux de confiance, s'il n'y a pas aussi l'impression que les gens vont s'y retrouver, qu'ils vont gagner du pouvoir d'achat, que ça va leur profiter à eux aussi, ça va être difficile à passer. Mais c'est pour ça que tu parles d'études internes? Non, oui, même partout. Mais ça se passe, non, bien même sûr. Partout, mais non, mais la CGT raconte ce qu'elle veut. Elle a lu, bien sûr qu'il y a des études dessus, sur le plein emploi. L'OCDE a sorti pas mal d'articles dessus. Les réformes, la France est bloquée par rapport à ces réformes qu'elle veut pas faire, mais partout. Non, mais ça dépend des emplois, si tu veux. Moi, j'ai pas forcément envie que la France devienne l'Allemagne avec des travailleurs pauvres tout le temps, tu vois. Bon, il faut peut-être trouver encore le moyen de faire adhérer tout le monde aux réformes. Bon, on peut pas vivre en autarcie. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. On est obligé on est dans le concept de la globalisation. On l'a voulu. On est dedans, donc on est obligé de... Oui, mais on est ce qu'on est, donc on peut peut-être aussi pousser quelques idées pour que ça se passe pas forcément mal. Petite question, messieurs, que j'ai à vous poser, que je pose à tous les auditeurs. Combien, selon vous, de terriens sont-ils privés d'eau potable? Voici la réponse. 2 milliards. Ils sont près d'un demi-milliard de terriens à ne pas avoir un accès à une eau potable. Et la tendance est à la raréfaction et à une dégradation quasi générale de cette ressource vitale. Incroyable quand même. Un demi-milliard de personnes sur Terre sont privées d'eau potable. Je pensais que c'était beaucoup plus, moi. Oui, mais si je peux me permettre, Christophe, il faut voir les choses de deux façons. Le non-respect que nous avons eu pour la nature, en croyant que toujours les générations qui arrivent pensent qu'elles connaissent tout, qu'elles savent tout. On voit le problème qu'il y a aux États-Unis sur la tempête et tout, etc. On bâtit, on construit un peu n'importe où, on se met n'importe où. Il n'y a pas de respect de la nature. Il y a beaucoup de choses qui font aujourd'hui que on se retrouve dans cette situation. Ouais. On est tous responsables. Alors tu parlais des États-Unis, on en parle beaucoup en ce moment, c'est vrai, mais il y a également une autre ville, un autre pays qui fait l'actualité, on en parle beaucoup moins, c'est l'Inde. Écoutez. Les inondations en Inde, cette fois, des images impressionnantes de Bombay sous les eaux. Nous sommes en période de mousson, mais cette année, les pluies sont d'une rare violence. Depuis hier, il est tombé 1,5 mètre d'eau sur la ville et ça va continuer. Incroyable, 1,5 mètre d'eau sur la ville de Bombay en Inde. C'est terrible parce qu'il y a des bidonvilles, tout le monde a lu la Cité de la Joie. Et ça on n'en parle pas, hein.
On n'en parle pas parce que je pense aussi que les populations n'ont pas le même rapport à ce type de problème. Et puis en fait, si tu veux, ça arrive un petit peu plus souvent, notamment le Bangladesh qui connaît beaucoup ces problèmes. C'est-à-dire, ils sont un petit peu plus habitués et pour eux, c'est pas forcément un drame comme ça l'est aux États-Unis. Bon, on termine ce zapping par une question qui tue. La question qui tue de Jean-Jacques Bourdin à Valérie Pécresse. Dites-moi Valérie Pécresse, la pêche à la mouche c'est fini là, c'était la vacance. Je vous ai vu en photo en train de pêcher, c'est magnifique. Oui. Quand le poisson gobe, c'est magnifique. Oui, on se ressource. Qu'on pose la mouche sur l'eau et qu'on la laisse au fil de l'eau, c'est cela, hein? C'est ça, et puis la patience, l'adresse, le coup d'œil. Bon. Waouh, le niveau des journalistes en France, c'est incroyable. Ouais, encore que, bon, elle rentre de vacances, elle a mis des photos sur son Twitter. Bon, on humanise les politiques. Honnêtement, je trouve ça plutôt... La pêche à la mouche, Jean-Marc, tu connais, non? J'imaginerais pas Valérie Pécresse pêchant à la mouche. Eh ben, écoute, apparemment, elle pêche, hein. Et elle pêche même bien, hein. Jean-Marc, tu connais la pêche à la mouche? Bien sûr. Hein? On pêche quoi d'ailleurs avec la mouche? On peut pêcher des tweets, on peut pêcher pas mal de choses avec la mouche. Ouais. T'es un pêcheur, Jean-Marc? Ah oui, c'est un pêcheur, lui. Ouais. Ah ouais, c'est bon ça. En fait, il aime tous les trucs de campagne, c'est la pétanque, mon fils la adore pêche, ça, en vacances, il était tout le temps en train de me demander. Les randonnées en forêt. Ah bah ça c'est bien, on part quand, Jean-Marc? On va quand tu veux. Avec le petit Raphaël. Voilà. Bon, bah tiens, Jean-Marc, puisque t'as le micro, tu le tiens. On va passer maintenant à ton avis tranché avant de parler des ordonnances. On les a appris et on connaît un petit peu le contenu depuis aujourd'hui. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Jean-Marc Zébellus pour son avis tranché en ce 31 août. Alors, mon avis tranché porte sur le fait qu'il y ait des vidéos qui tournent de désinformations qui disent que les pays africains versent un impôt colonial à la France. Ce qui est totalement faux. En fait, il y a complètement un amalgame qui est fait. Il n'y a pas d'État africain qui verse un impôt colonial à la France comme on veut bien nous faire croire. Mais simplement aujourd'hui, c'est par rapport au franc CFA, qui aujourd'hui le modèle du franc ne reste pas moins il est très critiqué. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on considère que ce franc CFA justement est on va dire est stocké à la Banque de France. Pour faire clair. Donc c'est le seul souci qu'il y a aujourd'hui, et que cet argent, il y a une somme relativement très très importante qui est gardée en Banque de France, qui est cotée à la Banque de France. Mais cet impôt colonial, je le dis, je le répète, c'est une désinformation, que ce n'est pas vrai. Ces pays ne payent pas un impôt à la France parce qu'ils ont été colonisés et parce que la France est partie, parce que soi-disant la France aurait contribué à leur développement, au système qui est mis en place. Donc ça, c'est très important de le dire. C'est des, comment dirais-je, je veux pas dire des virus, mais c'est tout comme ces sites comme ça qui désinforment les gens. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de gens dire que il y a un impôt colonial qui est versé à la France. On a le problème qu'on a sur le franc CFA, soit on a un stock environ de 72 milliards d'euros et un flux, on dit que c'est un flux de 500 milliards de dollars, ce qui est faux, apporté autres infos chaque année. En fait, le flux, il est que sur 72 milliards d'euros qui est porté justement à la Banque de France. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est le franc CFA. Il y a un vrai souci pour que l'Afrique sorte de ce franc CFA et soit maître de sa propre monnaie. C'est tout ce qu'il y a réellement, concrètement comme problème aujourd'hui. Merci d'avoir établi ta vérité, mon cher Jean-Marc. Non, c'est pas la mienne. Oui. L'impôt colonial n'existe pas. Oui, on a bien compris. Tiens, ce titre, j'ai lu dans un article, alors je sais plus vous dire où et quand, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai vu que Mohamed VI pourrait abandonner le dirham. Vous l'avez lu, vous? Non. Non? Apparemment vous savez qu'il va rejoindre la CEDEAO, là, à la fin de l'année. Ouais. Et donc, il aurait quoi comme monnaie, du coup? C'est ça, oui. La monnaie africaine, le franc CFA? Le franc CFA, ouais. Oh, ça me paraît. Ouais, non, mais ils veulent sortir du franc CFA, là. Il est question, on remet tout. Il y a même un économiste togolais qui remet tout en question. C'est ce qu'a voulu faire, Sékou Touré, Gbagbo, c'est ce qu'a voulu... Sankara, bon. Ça a l'air quand même de poser problème, hein, parce qu'à chaque fois qu'on veut sortir du franc CFA, on joue la vie brève.
Oui. Donc il y a quand même une histoire qui va pas là. Moi je suis absolument pour qu'on informe correctement les gens et qu'effectivement il n'y a pas d'impôt colonial. En revanche, le franc CFA est une survivance qui, à mon avis, ne devrait plus avoir cours aujourd'hui. Oui, qui n'a pas lieu d'être, bien sûr. Je pense que les Africains sont tout à fait capables d'avoir une banque centrale. Alors, il y en a deux, là. Il y a la CEDEAO, puis il y a la banque, il y a une autre banque pour l'Afrique de l'Est. Moi, il me semble que ça fait partie de survivance que la France s'honorerait de couper. Parce que la question centrale qui est posée aujourd'hui en Afrique, c'est le co-développement, vraiment. Parce que si on parie pas sur le co-développement, alors on favorise les intégrismes, on favorise la pauvreté, on favorise l'afflux de réfugiés. Donc on peut pas vouloir tout et le contraire de tout. Et à un moment donné, la France doit prendre vraiment le parti du vrai co-développement. Pas du co-développement où c'est une boîte française qui contrôle vos ports, qui contrôle vos matières premières. Non. Ça, ce co-développement-là, il nous mènera tous à la ruine. Donc je pense qu'il va falloir réfléchir sur la question du franc CFA. Et d'ailleurs, ça fait partie des impensés que je trouve navrant que Macron n'ait pas évoqué ce type de questions, ce nouveau rapport avec l'Afrique dans son allocution aux ambassadeurs hier. Faut préciser que cette monnaie est physiquement fabriquée en France. À Clermont-Ferrand, oui. On est bien d'accord. Oui. 94 FM pour nous écouter là-bas, Clermont-Ferrand. Alors, on va maintenant parler un petit peu de ce qui a été annoncé aujourd'hui. Ça sera probablement l'un des marqueurs du quinquennat Macron, le premier gros chantier économique et social du gouvernement. Édouard Philippe, donc le Premier ministre, et Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, ont présenté ce matin donc le détail des ordonnances sur la fameuse réforme du Code du travail. On connaissait les points clés de la réforme, mais pas les détails. Eh bien, il y a 3 grands axes à retenir, avec un objectif affiché: remettre l'entreprise au cœur du dialogue social et faire en sorte que ces entreprises puissent enfin embaucher. Alors, premier axe, la discussion avec les représentants du personnel. Les entreprises de moins de 50 salariés pourront négocier directement avec un élu du personnel non mandaté par un syndicat. Les syndicats qui devraient être rassurés sur ce point puisqu'elles craignaient que cela concerne les entreprises de moins de 300 salariés. Autre axe, la possibilité pour les entreprises d'avoir un barème pour les indemnités de licenciement et de limiter le risque au moment de l'embauche pour les dommages et intérêts, sauf en cas de discrimination et de harcèlement. Ils seront bien plafonnés à 3 mois de salaire jusqu'à 2 ans d'ancienneté et jusqu'à 20 mois de salaire à partir de 30 ans d'ancienneté. Enfin, la primauté des accords de branche sur les accords d'entreprise. 3e grand axe, c'est les accords de branche sont confortés, sauf pour les primes qui seront négociées au niveau de l'entreprise. Voilà un petit peu ce qui ressort de ces annonces qui ont été faites ce matin à Matignon par le Premier ministre Édouard Philippe. Première réaction, Jean-Marc ? Je pense que quoi qu'il advienne, quoi qu'il en soit, on est obligé de rentrer dans ce nouveau système qu'ils veulent mettre en place, sur tous ces accords de branche, sur toutes les fusions qu'il puisse y avoir. Peut-être aussi que par là, on cherche aussi à comment dirais-je, affaiblir les syndicats, comme ce fut fait en Allemagne. Mais je pense qu'il faut, comme on dit, wait and see, il faut attendre de voir. Alors justement, puisque tu parles des syndicats, les réactions de la part des partenaires sociaux qui étaient présents ce matin d'ailleurs à Matignon. Pour la CGT, sans surprise, par la voix de son secrétaire général, estime que toutes les craintes ont été confirmées. Pour Père Martinez, c'est la fin du contrat de travail. Pour les autres, c'est beaucoup moins tranché. Déception côté CFDT qui veut étudier ces quelques 130 pages d'ordonnance avant de donner un avis, mais le constat est amer. Ce qui était attendu, c'est la réaction de Force ouvrière qui refuse pour l'instant de se joindre au mouvement dans la rue. Jean-Claude Mailly se félicite que les accords de branche priment sur les accords d'entreprise, mais le fait que les entreprises de moins de 20 salariés puissent négocier directement avec le délégué du personnel est plutôt mal vécu. Petites et moyennes entreprises, elles, se disent satisfaites, et Pierre Gattaz apparemment livre sa réaction au cours de cet après-midi. Amou. Bon, il y a 2 aspects là. Il y a la méthode d'élaboration des ordonnances et puis il y a le fond. La méthode semble avoir porté ses fruits puisque FO a été décroché de la CGT, ce qui était l'objectif du gouvernement. Ils voulaient pas se retrouver dans la même situation que le gouvernement Valls. Bon, il semblerait qu'ils aient gagné. En ménageant FO, il semblerait que ce soit un tout petit peu éloigné de la CFDT. Donc il va y avoir sûrement des allers-retours pour essayer de remettre la CFDT dans le train des réformes.
Sur le fond maintenant, je trouve que sur certains points, ça ne va pas assez loin. Moi, j'aurais aimé que le seuil soit élevé, plus élevé. Et j'aurais aimé qu'on en profite pour traiter d'autres problèmes. Du genre notamment la lutte contre les discriminations, les questions de comment on traite les discriminations à l'embauche, le handicap qui est quand même très très maltraité, parce que le vrai problème en réalité c'est que faut créer de l'emploi et il faut embaucher des populations qui sont très très éloignées de l'emploi. Et s'il n'y a pas plus d'incitation que ça, j'ai peur qu'on n'atteigne pas l'objectif. Voilà. En tout cas, on va suivre ça de très près, bien entendu, et c'est que le début. Mouvement dans la rue, notamment mené par la France Insoumise, qu'est-ce que ça va donner ? Honnêtement, je crois que les gens sont fatigués, quoi. J'ai pas l'impression que, à moins que la France Insoumise ait vraiment une capacité vraiment à mobiliser très forte, je vois pas très bien comment ça pourrait prendre. Et c'était assez drôle de voir Raquel Garrido, qui est une des porte-paroles. Oui, interpeller le Premier ministre. Faire la journaliste pour les télé. Pour Canal+. De C8. Il y a un moment où c'est un peu space. Il y a un mélange de genres. C'est un peu space. Là, ça devient un peu... Allez, dans un instant, c'est loin d'être space. Et va être même très sympathique dans un instant, puisque vous allez pouvoir maintenant vous inscrire en nous appelant 01 40 33 9000. 2 auditeurs qui vont faire le choix justement de peut-être opter pour Amou ou Jean-Marc, et pour bien opter pour la bonne personne et peut-être gagner pour vous, même sûrement gagner cette Hitebox offerte par Dard et Délices. Superbe boîte donc Hitebox avec des bonbons 100% halal sans gluten à l'intérieur. Pour une fille ou pour un garçon, vous choisirez évidemment, puisque la couleur n'est pas la même. 01 40 33 9000, c'est maintenant qu'il faut nous appeler pour jouer avec nous dans un instant pour le grand quiz du LGF. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, avec Amou Bouakaz, avec Jean-Marc Zébélus en ce jeudi après-midi, et dans un instant la Hitebox a gagné. Juste avant de jouer ensemble, je voulais vous donner cette information qui est tombée en fin de matinée. 2 policiers tués ce matin en Algérie. Un kamikaze a déclenché sa ceinture explosive après avoir tenté de pénétrer dans un commissariat. L'attentat s'est produit à Tiaret, 350 km au sud-ouest d'Alger. D'après l'agence de presse officielle, l'un des policiers s'est jeté sur l'assaillant à l'entrée du siège, perdant la vie à la suite de l'explosion. Voilà sur ce qui s'est passé donc suite à cet attentat à Tiaret ce matin en Algérie, messieurs. Bon, c'est la ville où on élève les chevaux. Tiaret, c'est une très très belle ville. Ah oui, oui. Connais ? Je suis jamais allé, mais beaucoup de gens m'en ont parlé avec beaucoup de nostalgie. C'est parti pour le quiz du LGF. Avec à gagner cette fameuse Hitebox offerte par dardetdélices.com pour le site internet au pluriel pour délices. Dard et Délices qui se situe au 45 avenue de Lattre de Tassigny 93 800 Épinay-sur-Seine. Le numéro de téléphone 01 48 27 42 69. Dardetdélices au pluriel.com. Alors, pour jouer avec nous aujourd'hui, nous avons Adèle. Salut Adèle. Bonjour. Bonjour Adèle, tu nous appelles d'où ? Alors, je vous appelle de 94, Belly-sur-Marne. Très bien. Et nous avons aussi une charmante jeune femme qui est avec nous. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour, votre prénom ? Fatima. Fatima nous appelle d'où, Fatima ? De Paris. De Paris. Très bien. Alors Fatima, Adèle, y a rien de plus simple. Oui. En fait, vous allez devoir choisir votre poulain pour vous représenter et gagner donc cette fameuse Hitebox. Je peux savoir combien vous avez d'enfants, Adèle ? J'en ai 2. 2 garçons, une fille ? 2 garçons, oui. Ah bon, donc le choix sera vite fait pour vous alors. Bon, pour la couleur, c'est bon. Fatima, vous avez des enfants ? Oui. Combien ? 4. 4 ? Vous avez bien travaillé, vous dites donc. Tout à fait. Bon, c'est bien. Alors, honneur aux dames, hein, vous nous connaissez. Fatima, vous choisissez Jean-Marc Zébélus ou Amou Bouakaz ? Amou Bouakaz. Amou Bouakaz, qui va jouer en premier pour peut-être vous faire gagner cette Hitebox avec des questions super faciles. Restez bien à l'écoute, vous allez voir comment il se défend l'ami Bouakaz. Est-ce que monsieur Amou Bouakaz est prêt ? Bah évidemment. Allez, c'est parti, je déclenche le chrono. Première question. Selon l'OMS, quel est le pays maghrébin qui consomme le plus d'alcool en Afrique ? Est-ce la Tunisie ou l'Algérie ? Oh, l'Algérie largement. Deuxième question. Un jeune Indonésien a parcouru à pied combien de kilomètres pour rallier la Mecque ? 2000 ou 9000 kilomètres ? Un Indonésien ? Oui. À pied ? Oui.
Allez, on va dire 9000. Troisième question. Quel Premier ministre déclare en 1989 la France ne peut pas accueillir toute Michel la misère Rocard. du monde? Quelle profession est concernée par le serment d'Hippocrate? Avocat ou médecin? Dernière question. Quelle est la capitale de la Suède? Stockholm ou Helsinki? Stockholm. Ma chère Fatima, comment s'en est-il sorti d'après vous, l'ami Bouacaz? Bah écoutez, bien, très bien. Eh ben, on va faire le détail tout de suite. Alors, selon l'OMS, quel est le pays qui consomme le plus d'alcool en Afrique? Ce n'est pas l'Algérie, qui arrive qu'en 49e position, mon cher ami. Ah bon? Oui. Parce on est plus planqué, nous, c'est pour ça. C'est la Tunisie qui est le plus gros consommateur d'alcool en Afrique. Le Maroc, lui, est 43e et l'Algérie 49e. Deuxième question que je te posais. Un jeune Indonésien a parcouru combien de kilomètres à pied pour allier la Mecque? Tu m'as répondu 9000. C'était 2000, non? C'est une bonne réponse. Ah, c'est bon. Après, quel est le Premier ministre qui déclare en 1989 on ne peut pas accueillir toute la France, ne peut pas accueillir toute la misère du monde? Évidemment, c'était Michel Rocard. Quelle profession est concernée par le serment d'Hippocrate? C'est évidemment de médecin. Et quelle est la capitale de la Suède? Stockholm. Ce qui nous fait un total de 4 bonnes réponses sur 5. C'est pas mal. Oh, ça va être dur. Ma chère Fatima. Non, c'est bon. Adèle, tu le sens comment pour Zébélus, là? Bah, j'ai confiance à Jean-Marc. Ça va être dur, ça va être dur. C'est mon choix dès le début. Il est fort, Jean-Marc. Ça va être dur, ça va être dur. Bon. Ah, tu voulais pas me choisir, Adèle? T'avais commenté? Franchement, qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, franchement, non, je voulais te choisir. Non, c'est un mot qui te parle. Je suis vénère, je suis vexé. Non, c'est un mot qui te parle. Ouais, c'est un mot, je suis vexé grave. Ouais. Non, je rigole. C'est bien, Jean-Marc, il est trop fort. Ah, quoique là, je suis en train de lire les questions pour Zébélus, sont pas faciles, hein. Bah ouais, comme hier. Bon, comme hier, bien sûr. Fatima, attention Adèle, eh bien, croise les doigts de pied pour ton poulain. Jean-Marc, c'est parti, je déclenche le chronomètre. Première question, Jean-Marc. Quel pays a interdit la construction de minarets après un référendum en 2009? Il s'agit de la Pologne ou de la Suisse? La Suisse. Quelle théorie doit-on à Isaac Newton? La théorie atomique ou la théorie de la gravitation universelle? Gravitation. Comment s'appelle le chien de Macron à l'Élysée? Nemo ou Tango? Il me semble que c'est Nemo. Que signifie procrastiner? N'a rien envie de faire, en fait. On procrastine quand on n'a rien envie de faire. Ouais, très bien. Et la dernière question, la voici. Quel pays a pour devise « Je maintiendrai » les Pays-Bas ou la Suisse? Je maintiendrai. Je dirais les Pays-Bas. Tu dirais les Pays-Bas? Oui. Comment tu le sens, Adèle? Franchement, je le sens bien, il s'en sort très bien. Alors, on va voir tout ça. On rappelle que Hamou a fait 4 sur 5. Jean-Marc Zébélus, Ouais. Quel pays a interdit la construction de minarets après un référendum en 2009? Il s'agissait évidemment de la Suisse. Deuxième question, quelle théorie doit-on à Isaac Newton? La théorie atomique ou la théorie de la gravitation universelle? Évidemment, une bonne réponse, Jean-Marc. Deuxième bonne réponse. Troisième question, comment s'appelle le chien de Macron à l'Élysée? Tango, Nemo? C'est Nemo. Bonne réponse. Que signifie procrastiner? Effectivement, Jean-Marc, tu as donné la bonne réponse. Il s'agit donc de remettre en fait à plus tard quelque chose par paresse, pour être exact. Mais c'était la bonne réponse en tout cas que tu nous as donnée. Et enfin, pour savoir si Adèle a gagné, il suffira de savoir s'il a répondu correctement à la dernière question. Je sais que tu as un peu hésité, Jean-Marc. Quel pays a pour devise « Je maintiendrai » Il y avait le Pays-Bas ou la Suisse, tu as répondu le Pays-Bas. Et c'est une excellente réponse. Victoire de Adèle. 5 sur 5. 5 sur 5. Bravo Adèle. 5 sur 5 pour Zébélus. Voilà. Faut dire que mon fils supportait Jean-Marc. Hein. Oui, on n'a jamais trahi par les siens. J'avais un supporter dans les studios. Bon, et ben bravo Adèle, donc toi, pas de problème, t'as 2 garçons, donc ça va être pour l'un des deux, quoi. Enfin, pour les deux même. Pour les deux. Pourquoi pas pour les deux, ils vont partager. J'ai rien, picoler, comme ça je gagnerai l'année prochaine. Fatima, je suis désolé, mais vous aurez l'occasion de rejouer en tout cas. Oui, pas de problème, merci beaucoup. Ils sont beaucoup. sans gluten, les bonbons, sans gluten, sans OGM. Voilà, allez-y faire un petit tour sur le site, Fatima, si vous voulez gâter vos enfants. Oui, c'est bien sûr. dardesdélices au pluriel.com. Merci beaucoup. Et bonne fête de l'Aïd, Fatima.
Merci beaucoup également. On pourrait rejouer Fatima peut-être, je sais pas. Bah, évidemment, le quiz sera tous les jours avec d'autres cadeaux à gagner la semaine prochaine. Bon, mon cher Adèle, tu ne quittes pas, on va prendre tes coordonnées pour qu'on t'envoie la 8box, donc offert, je le rappelle, par Dard et Délices, au 45 avenue de Lattre de Tassigny, 93 800 Épinay-sur-Seine, Dard et Délices au pluriel.com, 01 48 27 42 69 pour le numéro de téléphone. Encore bravo Adèle. Et tu as fait le bon choix, celui de Zébélus, qui n'était pas gagné d'avance, puisqu'il avait perdu hier. Il s'est bien remis. Voilà. Ne quitte pas. Je vous remercie beaucoup et je remercie aussi Jean-Marc et je vous souhaite une bonne continuation. Avec grand plaisir, à très vite Adèle. Ne quitte pas. Arrête comme on parle à toi aussi. D'ailleurs, on profite pour rappeler que demain, on sera en direct évidemment pour Aïd Moubarak tout au long de la journée. Moi, je serai là de très tôt le matin, donc voilà. Pour les dédicaces, pour les bons vœux, etc. Donc soyez là avec nous demain. Il y aura des cadeaux aussi à gagner. Bref, on va vous gâter, bien entendu. Mais pour l'heure, un nouveau rendez-vous aussi dans cette émission. C'est pas pour Amou, ce sera pour la prochaine pour toi, j'espère la semaine prochaine. C'est la playlist de la team du LGF. Je demande à l'un des chroniqueurs de nous donner l'écoute d'un titre et de nous expliquer ce pourquoi il a choisi ce titre. Et donc c'est le tour de Jean-Marc Zébélus aujourd'hui. Pourquoi ce titre? Bah présente-nous le titre et pourquoi. Il s'agissait d'un titre de Soul to Soul. C'était un hommage à Mélissa Bell qui est décédée le 28. C'est la chanteuse de Soul to Soul suite d'une insuffisance rénale en fait. Et que c'est sa fille qui a fait passer le message puisque sa fille a été championne qui a gagné un concours de chant en fait. En anglais, Got Idol, je crois ça s'appelle, et voilà, tout simplement, et c'est quelque chose étant beaucoup plus jeune qui nous a fait un petit peu vibrer, voilà. Bon. Sur le dance floor. Ah, je suis sûr que ça va rappeler des souvenirs à notre ami Amou. Dans un instant, on parle foot, messieurs dames, on est à H-3 maintenant du coup d'envoi de France-Pays-Bas. Un match ô combien important pour une qualification au mondial en Russie en juin 2018. LGF le grand forum avec Amou Bouakaz qui a perdu le quiz du LGF qui a été remporté aujourd'hui par Jean-Marc Zébélus pour la dernière hitbox de ce grand forum pour cette semaine. Autre cadeau la semaine prochaine. Je suis parti en sucette, et voilà. Ouais, mais t'auras l'occasion de te refaire la prochaine. Hein? Ouais, on va voir. On verra. Alors, vu le prix des transferts, ouais. Et vu ce que tu m'as proposé pour rester chroniqueur, je suis pas sûr de rester. Hein. Ah bon, tu crois qu'on n'a pas monté la barre assez haute? Tu rigoles ou quoi? Attends, 150 millions pour Mbappé? Ouais. Et moi, tu me proposes juste les emballages des bonbons que tu fais gagner aux auditeurs. Non mais attends, ça va pas quoi. Zébélus, t'as à te plaindre toi aussi? Me plaindre de quoi? C'est un plaisir d'avoir les auditeurs. Voilà. Donc, tu vois. Voilà. Il a des plaisirs simples, lui. Voilà. Ouais, tu vois. Il a pas eu la grosse. Il est pas passé par la mairie de Paris. C'est sûr. Ah. J'ai pas côtoyé Monsieur Delanoë. Il était pas RTL, à iTélé. Voilà. C'est ça. C'est la plongée inexorable. Oui. France Maghreb. Après, c'est Radio Limoges. Radio Limoges. Ah ouais, c'est pas mal ça, Radio Limoges. Pour être Limogé, c'est plus facile. Ouais, absolument. Oh, magnifique. Bon. Coup de cœur, Monsieur Bouakaz. Coup de cœur pour les enfants. Mon coup de cœur, c'est pour France Maghreb 2. Les enfants qui le sont. Coup de cœur. Oui, vas-y, tu peux y aller. Les enfants qui sont notre avenir, ouais. Et qui sont notre espoir. Les enfants qui vont retrouver les bancs de l'école et qui sont des coffres forts dont chaque enseignant doit trouver la clé pour pouvoir déposer les trésors des connaissances. Et donc, pour moi, il n'y a rien de plus beau que de s'adresser aux enfants, que de leur enseigner le peu qu'on sait et surtout le beaucoup qu'on ne sait pas, de les pousser à chercher eux-mêmes, pousser à se construire, de temps en temps en s'opposant, évidemment, ce qui n'est pas sans poser problème. J'ai failli être en retard aujourd'hui parce que mon fils n'avait pas décidé que je partirais à la radio. Mais voilà, je crois que l'enfance, ça n'est pas une variable d'ajustement. C'est Coluche qui disait, il y en a, ils ont des enfants, croient que c'est parce qu'ils peuvent pas avoir de chiens. Et moi, j'aimerais vraiment que on ait toute notre fierté à faire de nos enfants, non pas des enfants rois, mais des enfants qui portent les idéaux qu'on peut avoir et qui nous dépassent. Moi, je trouve que ce qui est magnifique, c'est d'être dépassé par ses propres enfants. Bon, moi, je suis facile à dépasser, hein, donc ça fait longtemps. Mais voilà, coup de cœur aux enfants et coup de cœur aux enseignants. Qui font leur rentrée demain d'ailleurs. Tous ceux qui s'en occupent. Je sais que beaucoup d'auditeurs de France Maghreb sont enseignants, sont je sais pas comment ils vont faire parce qu'ils peuvent pas s'absenter le jour de la rentrée quand même pour l'Aïd. Ben voilà, moi je pense qu'on peut être aussi. Alors ça après chacun fait ce qu'il veut, mais moi je n'ai jamais séché un cours pour l'Aïd. Je pense que ça c'est quelque chose qui est personnel
Et on peut très bien faire son Aïd et en même temps l'école. Bon. Jean-Marc, Amou Bouakaz, l'équipe de France maintenant affronte ce soir les Pays-Bas au Stade de France dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, une Coupe du Monde qui se jouera en Russie, vous le savez. À l'aller à Amsterdam, les Bleus s'étaient imposés 1-0 en octobre dernier, mais l'adversaire d'hier n'est peut-être pas celui d'aujourd'hui. Les joueurs français vont devoir reprendre confiance d'un point de vue strictement historique. Les Pays-Bas sont les adversaires idéaux pour les Bleus au Stade de France. Depuis 1936, les Oranges n'ont plus battu les Français chez eux. Les Bleus ont remporté leurs 3 confrontations face aux Néerlandais disputées depuis 2014. Voilà un petit peu pour les faits, donc pour le rappel, les stats qui font du bien. Mais est-ce que l'équipe de France, Jean-Marc Zébellus, toi qui es un amateur de foot, est-ce que tu les sens capables de battre les Pays-Bas ce soir? Capable, oui, c'est toujours capable. Le problème, c'est que je pense qu'il y a un mal français qui veut dire que on n'est jamais content de son équipe en France. On fait que de la. J'ai l'impression qu'il y a un désamour cruel. Non, mais il y a un état d'esprit. Il y a un état d'esprit justement où les gens ne sont pas derrière leur équipe, passent plus de temps à la critiquer qu'à la soutenir. C'est vrai. Là, au jour d'aujourd'hui, on voit que cette équipe de France se retrouve dans une situation très compliquée par ses âneries, par certainement son excès de confiance et aussi par le choix de son sélectionneur. Donc je pense que les Pays-Bas sont en train de revenir. Attention, ils sont en train de revenir. Il y a le retour de Robens. Donc ça va pas être si facile que ça. Le fighting spirit qu'on n'a pas, qui fait pas partie de nos gènes, je pense que ça risque de nous manquer ce soir. Amou, tu vas regarder? Je peux regarder parce que, mais sur le papier quand même l'équipe de France semble supérieure. Hein, et ils ont quand même des joueurs qui sont très très courus. Individuellement, pas collectivement. Individuellement. Alors après effectivement l'enjeu c'est est-ce que ça va être une équipe. Et je suis pas très loin de ce que pense Jean-Marc, c'est-à-dire que c'est un peu symptomatique de ce pays où en fait on a l'impression que c'est un pays qui est toujours vous vous rappelez ce qu'avait pris Aimé Jacquet quand même avant la finale, hein, pendant tout le parcours de qualification, même pendant le début du mondial. Aimé Jacquet s'en était pris, mais alors fallait voir comment, hein. Par les journalistes, par les Français. Il y a quand même Naesna qui a quand même fait là, vraiment 2010, du mal. Je pense qu'elle est en convalescence cette équipe, et comme il y a eu aussi au Stade de France des épisodes très malheureux récemment, j'espère que on va avoir effectivement le sens du collectif. Moi je pense que la France va gagner. Et qu'elle va gagner assez nettement. Je dirais 2-0 ou quelque chose comme ça. Ça serait quand même plus confortable pour terminer premier du groupe. La France qui risque de se retrouver barragiste, là aussi ça nous rappelle des souvenirs, le but de la main là, hein, tu te souviens, Jean-Marc? Oui, qui s'est fait. Alors Suarez a marqué un but, a arrêté un but de la main dans la Coupe d'Afrique du Sud, où le mec, on lui a érigé une statue dans son pays. D'accord, le Ghana a eu un penalty qu'ils ont raté. Donc du coup, c'est l'Uruguay qui est passé à cette époque. Maradona pareil. Maradona c'est pareil. Thierry Henry a eu un réflexe. Le mec, il a été vilipendé, il a été vraiment mis au pilori. Donc j'ai du mal à comprendre. On essaie toujours de se donner bonne conscience en dénonçant ce qui n'a pas lieu d'être. J'ai trouvé quand même une petite exception à ce que vous dites. C'est qu'en 2006, Zidane et son coup de boule, la France lui a vite pardonné. Mais les journalistes lui ont vite pardonné. Tout le monde pardonne au génie. Qu'est-ce que je te dis, Zidane? Oui, Zidane, il y a les footballeurs et il y a Zidane. Qu'est-ce que je te dis? Il y a des gens qui sont sur une autre planète. Ça aurait été un autre joueur, mais qu'est-ce qu'il aurait pris? Ben, je veux dire, oui, mais peut-être que justement, ça a humanisé quelqu'un qui semblait complètement surhumain. Alors donc. Et qui continue d'ailleurs à avoir un parcours extraordinaire en tant qu'entraîneur au Real Madrid. Extraordinaire. Il fait des choses incroyables au Real. Enfin, c'est étonnant. Ligue des Champions, 2 Ligues des Champions depuis qu'il est arrivé. Il reprend l'équipe en pleine saison, championnat d'Espagne. Enfin, c'est tout lui réussi, quoi. Et puis, ça reste un homme qui est toujours préoccupé des autres, toujours soutenant son association contre la leucodystrophie, étant toujours là pour donner des coups de main aux causes humanitaires. C'est un monsieur, hein, vraiment. Bon, ce soir, on est confiant, donc l'équipe de France, selon vous, va gagner face aux Pays-Bas. Selon moi, mais bon, ça va être difficile, hein. Je suis pas positif sur ça du tout, hein. Ah oui? Non. Et si elle perd, après, elle n'a plus son destin entre ses mains, pour le coup.
Ça va être compliqué. Ça parce serait quand que même ballot de pas aller en Russie, non? c'est un groupe qui était quand même à leur portée, donc ils s'en prennent qu'à eux-mêmes. Il y avait quoi, les Pays-Bas, la Suède, le Luxembourg. Le Luxembourg qu'on rencontre dimanche d'ailleurs. Où est-ce qu'on les voit? Là-bas ou ici? Là-bas, je crois. Ouais, je crois que c'est là-bas. C'est là-bas, oui. Parce qu'on a un match au Stade de France aujourd'hui. Oui, c'est ça. Merci à vous en tout cas et bon match pour ce soir. Amou, on te revoit très vite, j'espère. Ah, ça je peux pas garantir. Hein. Comment ça, t'as un emploi du temps Ça va dépendre de mes engagements. Hein. Oui, très bien. Oui. Non, mais on se revoit bientôt. Bon, très bien. Monsieur Zébélus, à la semaine pro. Avec grand plaisir. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.